Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde organisée ici à la Comète à Saint-Étienne, organisée par Phénomène. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour ce temps de réflexion sur la culture, les médias, la crise sanitaire. Quel avenir dans tout ça pour la création émergente? Et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir compter sur Cerise. Bonjour Cerise, du Petit Bulletin, pour animer ce temps d'échange aujourd'hui. Tout à fait. Donc on est parti aujourd'hui pour 1h30, peut-être un peu plus de discussion avec tous les interlocuteurs qui se trouvent autour de moi aujourd'hui, qui auront tous des choses très intéressantes à nous raconter. Je vais me tourner vers vous, Marc Chassot-Bénet. Bonjour, merci d'être là avec nous. Marc, vous êtes adjoint à la ville de Saint-Étienne en charge de la culture. J'imagine qu'aujourd'hui, votre point de vue peut être intéressant pour tous les gens qui vont nous regarder, nous écouter, parce que vous êtes peut-être celui qui va essayer d'amener un peu de hauteur et de vision un peu large des choses et de tout ce qu'on va se raconter. Je vais essayer, en tout cas. Merci pour votre invitation. Avec plaisir, on a hâte. À côté de vous, nous avons aujourd'hui Baptiste Thévelin. Baptiste, vous êtes fondateur et cofondateur, je crois, respectivement de l'association et studio Médiane et également de la revue Le Pays, qui est un semestriel et qui va bientôt être lancé. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur chaque structure rapidement ? Effectivement. Alors, Médiane, c'est effectivement à la fois un centre de ressources, un réseau d'entraide et un studio de stratégie, marketing et création dédié aux médias dans toutes leurs formes, aux toutes petites structures comme aux médias plus établis. Donc on va les aider dans toutes les phases de leur vie, que ce soit autour de la création, leur financement, leur modèle économique. Et on essaie de défendre l'idée qu'il existe aujourd'hui un modèle économique pour les médias, encore plus aujourd'hui dans cette période. Et Pays à côté, effectivement, qui est lui un média, qui est une revue semestrielle, qui s'intéresse à chaque fois à un territoire, à un pays précis en particulier. Et donc l'idée avec Pays, c'est d'aller faire de l'investigation, du reportage, de l'enquête des portraits dans un territoire, une ville, un département. Le premier numéro sort effectivement au mois de mars. Il est consacré à Saint-Malo, en Bretagne, et on est en train de réfléchir au territoire pour le second numéro. Voilà. Très bien, merci. Evan Chovy, vous m'avez lancé la balle, je vais vous la redonner tout de suite. Vous êtes le président de la structure Phénomène. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur cette structure ? Absolument. Alors Phénomène, notre cœur d'activité, on va dire, c'est l'accompagnement et la diffusion de la création émergente, à la fois dans la culture et dans les médias. C'est un projet autour des musiques actuelles qui s'appelle Doppler. C'est un projet autour de la conception événementielle qui s'appelle Kraken. Un autre autour des arts visuels qui s'appelle Bragg. Et un dernier qui s'appelle Spectre. C'est un média qui a la particularité de créer des programmes originaux autour de différentes thématiques, sport, culture, société. Et aujourd'hui, Phénomène est très impliqué dans la création émergente, mais premier stade création étudiante, jusqu'à la création émergente, c'est-à-dire étudiants et jeunes actifs. Donc voilà, et on agit un peu partout en France, et surtout sur Saint-Étienne et Lyon. Ok, très bien. Fanny Château, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec vous êtes, plaisir. je crois, responsable de projet au sein de l'association Néodémos. Oui. Pareil, est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 éléments pour qu'on comprenne un petit peu quels sont les enjeux de cette structure ? Oui, tout à fait. Alors, Néodémos, c'est une association qui a été créée il y a 6 ans maintenant à Saint-Étienne. Donc, c'est une association qui est composée de profils très variés. Et notre ambition à l'origine et toujours aujourd'hui, c'était de donner les moyens, en fait, aux habitants de la ville d'exprimer à la fois leur créativité et leur engagement sociétal, qui pour nous sont 2 choses qui sont à relier et peut-être d'autant plus aujourd'hui. Donc nos activités, on les a divisées en plusieurs pôles. On a d'abord un pôle événementiel. On organise donc des événements sur Saint-Étienne et sur Lyon. On a un second pôle qui est un pôle média avec un journal participatif sur lequel on accepte les contributions de toutes les personnes qui souhaitent exprimer leur point de vue. On a également un pôle label sur lequel on accompagne des artistes dans leur création artistique. Et enfin un pôle musée digital, donc un musée en réalité augmentée sur notre site internet également. Donc voilà pour les activités de l'association. Très bien, on aura eu l'occasion sans doute d'y revenir un peu plus en détail dans le cours de la discussion. À côté de vous, Pierre Triollier, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Vous êtes le secrétaire général du Lyon Young Fest, de l'association LIF. De l'association LIF qui porte le festival du film jeune de Lyon, du coup. Voilà, très bien. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est centré principalement autour de la création émergente dans le court-métrage, en fait.
plus particulièrement. Ça va du lycéen jusqu'à le presque adulte, jusqu'à l'adulte de 28 ans en fait. Et donc nous, on organise un festival chaque année en septembre, professionnel, qui rassemble des créations qui nous sont envoyées justement dans ce format qui est le court-métrage. On s'est ouvert au scénario l'an dernier également, et on ouvre également un espace de rencontre professionnelle pendant le festival pour permettre à des jeunes justement qui sont peut-être avec moins de ressources, surtout dans un milieu comme le cinéma qui est un milieu de réseau et un milieu de rencontres. On essaie d'ouvrir, de créer un petit marchepied en fait pour ces personnes qui peuvent, grâce à nous, on l'espère, rencontrer ensuite la réussite, rencontrer des producteurs, des distributeurs qui peuvent être intéressés par leur travail et les reprendre sur d'autres projets derrière. Voilà. Ok. Alors merci pour ce petit tour de table en préambule. On va démarrer tout de suite la discussion. Evan, vous l'avez introduit, cette crise sanitaire qui a démarré en mars dernier, qui nous bouleverse un peu tous depuis maintenant bientôt 1 an, a aussi beaucoup bouleversé les pratiques au sein de la création émergente. Le premier confinement a été finalement matérialisé par une sorte de vrai coup d'arrêt, et c'est à ce coup d'arrêt-là qu'on va s'intéresser dans un premier temps. Pierre, je vais rester avec vous dans un premier temps. Finalement, l'événement qui devait avoir lieu a eu lieu en 2020. Tout à fait. Vous n'avez pas été empêchés, les choses ont pu se faire, mais est-ce que malgré tout, elles se sont faites de manière quand même un peu différente de l'année 2019 ? En fait, là où on aurait pu mesurer le truc, ça aurait été sur notre appel à candidature. C'est-à-dire qu'on lance l'appel à candidature en mars. Nous, on l'a lancé le 10 mars. Et le 17 ou le 18, comme chacun sait, tout s'arrêtait. Donc en fait, notre appel à candidature, il s'est fait pendant le confinement. Donc en fait, on n'a pas de données où on puisse se dire « Ah oui, c'est vrai qu'une fois que le confinement a eu lieu, on a reçu moins de films » ou je sais pas quoi. On en a reçu moins que les autres années. Non, on en a reçu autant, mais beaucoup moins de films lycéens notamment. C'est-à-dire que les autres années, on recevait beaucoup de films qui étaient produits dans les classes d'option ciné, qui là, du coup, n'avaient pas eu le temps, pas eu les moyens, pas eu le temps de le faire. Nous, l'édition on est passé entre les gouttes. On a réussi à faire notre édition dans des conditions pratiquement normales, avec de la demi-jauge, mais on s'en est très bien sorti. On a eu plus de spectateurs que l'année d'avant, donc on est très content quand même. Et 2 semaines après la fin de notre édition, il y a eu justement les nouvelles annonces de couvre-feu, etc., de fermeture des salles. Donc on l'a échappé belle, on va dire. Mais voilà, on est très content, mais on est des rescapés quand même dans l'univers des festivals, avec tous les festivals qu'on connaît qui ont soit été décalés, soit remodelés, ou soit comme le Festival Lumière qui a été in extremis sur ses dernières séances raccourcies. Enfin voilà, on est... Est-ce que néanmoins, dans la conception des choses, on sait qu'organiser un festival, c'est quelque chose de très conséquent et ça demande énormément de travail, ça demande souvent des rencontres, donc malgré tout, dans la conception même de cette édition 2020, j'imagine qu'il y a quand même des choses qui ont été légèrement bouleversées, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas pu faire une réunion à 15 personnes et se dire tac tac, qui a une idée, qui fait quoi. On les a fait en visio, quoi. Donc avec tout ce qu'il y a de bien et tout ce qu'il y a de mauvais dans le visio, mais ça, je veux dire, c'est partagé par, je pense, tout le monde qui est en télétravail, c'est-à-dire que le visio, c'est très pratique parce que ça réduit les temps de transport et on peut être en réunion à l'autre bout de la France. Mais par contre, au bout de 2 heures en visio, tout le monde a envie de péter un câble. Donc voilà, ça joue sur les limites de chacun, surtout dans un projet associatif dans lequel tout le monde est bénévole, c'est un peu plus éprouvant. On a eu beaucoup de départs dans l'association, notamment par rapport à ça, par rapport à des gens qui, avec la crise du jour au lendemain, se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient envie de faire autre chose dans leur vie, d'autres études, d'autres parcours de vie. Bon, voilà, on s'est adapté. Ça n'a pas été tant bouleversé que ça, voilà. Mais on s'est arrangé. 2020 sera quand même une année particulière dans 5 ans si on se retourne sur les années. Rien que le fait que tout le monde soit en masque, déjà c'est particulier, ouais, tout à fait. Ok. À côté de vous, Fanny, Néo-Démos poursuit plusieurs projets, vous l'avez expliqué. J'imagine que parmi tous ces projets, pareil, il y a des choses qui ont pu être faites peut-être plus facilement, des choses beaucoup moins facilement. La partie événementielle, par exemple, très compliqué. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a moins marché? Sur quoi vous avez mis l'accent? Sur quoi vous vous êtes peut-être mis en retrait quelque temps en vous disant là, c'est pas le moment? Alors effectivement, je pense qu'il y a eu plusieurs phases pour nous depuis le début de la crise Covid. On a commencé en se disant que en fait, notre force, ça allait être justement d'avoir
plusieurs modes d'action. Et que du coup, on allait pouvoir développer toute cette partie, notamment médias, que voilà, pour le coup, dans le reste du temps, on avait une très grosse partie événementielle qui nous occupait aussi énormément. Et là, c'était l'occasion de développer d'autres formes de création et de donner la voix à d'autres personnes de manière différente. Après, c'est certain que ça mettait un coup d'arrêt quand même à la partie événementielle qui faisait vivre l'association, notamment financièrement. Donc c'est certain qu'il a fallu retravailler à ce niveau-là. Et en fait, on a choisi au début du confinement d'essayer de faire le lien entre les deux, entre l'aspect média et l'aspect événementiel. On devait en fait, juste avant le premier confinement, faire un événement qui s'appelle La Plurielle, dont l'objectif était d'avoir une programmation composée exclusivement de femmes pour lutter contre, pour favoriser la représentation des femmes dans le milieu culturel. Et cet événement, on n'a donc pas pu le faire de manière présentielle, de manière physique. Et on l'a déployé donc en virtuel à travers un live sur lequel on a regroupé toutes nos artistes, on a fait des expositions virtuelles. Et c'est notamment à cette occasion qu'on a créé notre musée virtuel. Donc ça nous a aussi permis de développer des projets qui n'auraient pas forcément vu le jour s'il n'y avait pas eu cette crise. Et des projets qui, pour le coup, nous ont vraiment porté au début du confinement. C'était des nouvelles manières de travailler, c'était des nouveaux partenariats aussi. On a travaillé avec des artistes qu'on connaissait pas forcément à ce moment-là. Et on a aussi peut-être touché un public plus large que ce qu'on aurait touché si on l'avait fait en présentiel. Donc c'est sûr que on a dû mettre un stop à certains projets, mais on a aussi su les réinventer d'une autre manière et en même temps développer d'autres formats. On va notamment lancer aussi des podcasts. C'est encore une fois d'autres manières de mettre en avant les artistes ou les personnes qui sont engagées sur le territoire. Après, je rejoins un petit peu ce qui a été dit aussi, bien sûr que ça a porté un petit peu un coup à notre motivation globale. C'est sûr que on a connu des périodes un peu plus creuses où on se questionnait sur très globalement l'avenir de notre structure et ce vers quoi on allait. Mais je pense qu'on a quand même aussi fait le plein d'idées positives qui nous permettent de continuer à avancer. Mmh. On reviendra tout à l'heure sur la partie musée parce que c'est ce que vous avez pu développer. Ce qu'on comprend à travers ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que finalement, à la fois quand vous parlez de motivation et à la fois quand vous parlez de ce qui a pu être fait, l'idée c'était de garder le lien avec votre public habituel, potentiellement d'aller en chercher un autre. Et tout ça aussi pour nourrir votre motivation et faire en sorte qu'on ne soit pas complètement démotivé et qu'on décide de tout lâcher. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est vrai que nous, on est beaucoup basé justement sur ce lien humain avec normalement un public quand on est en temps normal, on va dire. Donc c'est vrai qu'on a essayé de maintenir ça à travers un côté plus virtuel qui certainement ne remplacera jamais ce qu'on aurait pu faire en temps normal. Mais ça nous a permis de toucher d'autres personnes. Ça a été plus compliqué, par contre, je pense, de maintenir un lien humain peut-être entre les membres de l'association aussi, qui étaient tous chacun dans leur réalité et dans un quotidien qui devient peut-être avec le confinement très routinier aussi. Donc c'est difficile de se retrouver pour penser à l'organisation de projets quand c'est très difficile de se projeter, même personnellement. Donc c'est plutôt ce lien-là qui a été impacté. Mais je pense qu'on a quand même réussi à maintenir un lien avec les personnes qui nous suivaient et peut-être voir, en trouver d'autres aussi qui ont rejoint le projet et qui n'en auraient pas forcément eu vent si on n'avait pas accru cette présence digitale, on va dire, de nos actions. Ok. Toute cette partie digitale, on aura l'occasion d'y revenir aussi par la suite parce que c'est effectivement un gros morceau et c'est par le digital que les choses sont passées. Il faudra qu'on creuse un peu cette question pour savoir ce qu'il en est finalement. On y reviendra plus tard. Malgré tout, est-ce que finalement, ce coup d'arrêt-là, c'est une pause dans le temps qui fait que là, on met des choses entre parenthèses, on fait différemment et puis ensuite, on revient à la normale? Ou est-ce qu'on peut se dire, le monde ne sera plus jamais comme avant, les choses seront plus jamais comme avant? Evan, vous, à travers ce que vous avez pu mener en 2020, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Il y a des constantes quand même dans nos pratiques culturelles, dans nos usages, dans nos façons de consommer, sans vulgarité dans le terme, la culture, les médias, qui ne changeront pas. On a tous envie de revoir des concerts, de vivre ces concerts ensemble, de voir des amis, de voir des œuvres d'art, de parcourir des lieux culturels, de faire des musées. Mais malgré tout, il y a aussi des usages, des pratiques qui ont évolué.
C'est ce qu'on a constaté, on l'a tous constaté, par exemple l'explosion des consultations des plateformes de contenu, l'explosion des abonnements sur tout un tas de plateformes qu'on peut se permettre de citer puisqu'on n'est pas à la télévision, du genre Netflix, Disney et compagnie, montre qu'il y a peut-être une appétence ou une curiosité accrue pour de nouveaux modes de consommation de biens culturels. Donc nous, en fait, chez Phénomène, on est parti un petit peu de ce constat et essayer de réfléchir sur les années à venir, comment garder à la fois cette présence événementielle qui est nécessaire, comment on organise des concerts, comment on organise des événements, comment on crée du lien social sur des organisations d'événements culturels, et en même temps, comment on apporte, et je rejoins ce que disait Fanny, à travers le digital, une plus-value à nos actions, comment on les fait connaître, comment on travaille en réseau, parce que chez Phénomène, on a quand même des membres éparpillés sur toute la France. Comment on produit du contenu vidéo, audio, comment on apporte une plus-value, c'est l'idée, sur ce qu'on crée sur le terrain et ce qu'on peut en tirer après en termes de contenu. Mais voilà, je pense que l'avenir, on va sans doute retrouver une vie à peu près normale, en tout cas on l'espère dans les prochains mois, mais on aura appris aussi de ces différents mois de confinement et de difficultés sanitaires pour apprendre de nouvelles façons de faire vivre la culture et les médias. Mmh. Donc finalement, ce qui vient de se passer là, pour l'instant, c'est encore dur parce qu'on a du mal à voir un peu la suite, on a du mal à se projeter, on a du mal à savoir ce qui nous attend. Mais une chose est sûre, c'est que vraisemblablement, tout ce qui est venu en remplacement, on va s'en servir après. Oui, clairement. Mais d'ailleurs, la ville de Saint-Étienne l'a fait aussi, mais je laisserai monsieur l'adjoint en parler davantage. Mais on a vu que beaucoup de collectivités, beaucoup de structures se sont mis à diffuser, par exemple, des concerts en direct. C'est-à-dire qu'il y avait l'idée à la fois de faire de l'événementiel en digital, mais c'est difficile à prendre. Mais en revanche, qu'on apportait une plus-value en termes de contenu après l'événement. C'est-à-dire qu'on pouvait revivre un concert, ce qui se faisait déjà avant, mais ce n'était pas un réflexe des organisations de faire des captations et ensuite de les mettre à disposition sur des plateformes. Donc effectivement, il y aura un avant et un après. Et de ce côté-là, c'est plutôt une bonne nouvelle de se dire qu'on va garder des traces de ce qu'on faisait sur le terrain en termes de contenu et qu'on va enrichir encore l'offre digitale au niveau de la culture et des médias. Ok. Baptiste, pour vous, 2020, année extrêmement riche, du coup. Du point de vue on parle de création émergente aujourd'hui, chez vous, il y a eu des idées. C'est une certitude. Absolument. C'est vrai que certains ont ramené la notion de destruction créatrice pour 2020 parfois. On peut dire qu'effectivement, dans notre cas, ça a été vraiment le cas. Les deux projets qu'on cite et qui font que je suis là aujourd'hui ont été créés, pensés, imaginés et sortis de terre en 2020. Et donc ça veut dire que ça a tout chamboulé aussi, puisque ça veut dire que pour mener ces projets, il fallait qu'avant c'était quelque chose d'autre. Donc à titre personnel, voilà, c'est des modifications liées forcément à la crise sanitaire qui font qu'on quitte un emploi, on décide de déménager en Bretagne alors qu'on habite à Paris depuis 4 ans, où on fait des choses un petit peu dingues. Mais on a passé un moment de sidération, tous, entre mars et globalement le mois de mai, où on a commencé à un peu comprendre ce qui nous était tombé sur la tête. Et en fait, pendant ce temps-là, tout un tas de choses se sont passées. Et comme vous le disiez très justement, tous les deux, je pense qu'il y a des choses qui sont nées maintenant, qui ne vont pas mourir demain. Et pour autant, on n'est pas demain dans un monde d'après. On n'est pas sur un demain, d'ailleurs, c'est quand, puisqu'en fait, ça va faire 1 an et on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Donc, autant vivre maintenant, autant se dire que ça ne fait qu'alimenter le présent. Et donc, effectivement, on a lancé un média, une revue. Et puis, une fois qu'on a lancé une revue, parce qu'on avait envie de le faire déjà un peu en mode à côté. Moi, j'avais un emploi salarié, j'étais très bien et j'avais déjà envie, avec des amis, de monter un projet qui permet de prendre le temps et de s'intéresser au territoire de manière non caricaturale et de manière plus sur le temps long par rapport à ce qu'on peut lire notamment dans la presse aujourd'hui, dans la presse nationale. Donc on a lancé une revue Pays qui prend le temps, 160 pages tous les 6 mois, avec des équipes de journalistes professionnels qu'on s'engage à rémunérer et à créer un média professionnel dès le départ. Et donc l'idée, c'est d'avoir ce projet-là qui aussi, je pense, est une émanation de la crise sanitaire, dans le sens où on a entendu beaucoup de personnes se dire tiens, en fait, je change complètement de vie. En fait, ce que je fais ne me plaît pas, ça fait des années que je le fais ou des mois, et en fait, je me rends compte que c'était pas une bonne chose. Et donc, c'était un petit peu parti de ça aussi de notre côté, de se dire on va essayer de se raccrocher à des choses peut-être un peu plus concrètes, que ce soit d'où on vient ou où on est, et quand on aime bien où on est ou ce qu'on fait, on a envie d'en parler et d'en faire parler autour de soi.
Donc c'est l'idée avec Pays d'arriver à faire parler à chaque fois des journalistes, des photographes au niveau local et de les faire intervenir sur des sujets sur le temps long pendant plusieurs mois pour faire des enquêtes, des portraits, etc. Et puis en parallèle de ça, sur le plan professionnel, là, on a fait un constat. Enfin, je suis pas tout seul. Hein, avec mes 2 associés, on a fait un constat qui est que on est aujourd'hui dans un bouleversement qui dure pour les médias dans leur ensemble, et la crise sanitaire n'est qu'une crise qui se rajoute à la crise des médias qu'on connaît depuis en fait 30 ans ou même plus. Et pour autant, on sent toujours un certain fatalisme et en fait, les ventes baissent, les abonnements numériques, ça ne marche pas trop, la publicité, c'est une catastrophe, et d'autant plus en 2020. Et donc, on a besoin d'imaginer, de penser et de se dire qu'il y a une place et qu'il y a un modèle pour faire des médias aujourd'hui en 2020. Et aujourd'hui en 2021 d'autant plus. Et donc c'est pour ça qu'en parallèle de mettre les mains dans le cambouis avec un média nous-mêmes, on a lancé Médiane, qui a pour ambition de permettre à des gens qui sont très éloignés de la création de médias et qui parfois ont même une certaine défiance parce qu'ils ne se sentent pas représentés, parce qu'ils ont envie de porter une voix mais qu'ils sentent que cette voix-là n'est pas représentée, de permettre à ces gens-là d'avoir les clés et les compétences pour se lancer. Et donc, dans les prochains mois, on va lancer un centre de ressources avec des fiches, des guides pratiques, des vidéos, des podcasts potentiellement. On va imaginer beaucoup de choses pour permettre à ces gens-là de se lancer de zéro et de commencer en leur expliquant comment est-ce qu'on trouve un modèle économique viable, comment est-ce qu'on trouve une audience, comment est-ce qu'on atteint son public et comment est-ce qu'on arrive à se démarquer dans le monde des médias. Et en parallèle, donc Médiane aussi accompagne des médias existants, soit des grandes structures. On accompagne par exemple France Média Monde, qui est RFI, France 24, etc. On les accompagne sur des projets. On accompagne aussi des tout petits médias qui viennent juste de se lancer, souvent montés par 1, 2 ou 3 journalistes qui, justement, en 2020, se sont retrouvés un peu sur le carreau. Et on les accompagne à identifier leurs cibles, à savoir à qui parler, à savoir comment monter leur projet de A à Z et arriver à être complètement indépendants dans ce qu'ils font. Donc effectivement, 2020 a été à la fois une année très chargée, mais en même temps une année finalement pleine de surprises pour tout le monde. Et dans mon cas, dans le cas des projets que j'ai montés, on n'aurait pas fait ces projets sans 2020. C'est aussi ça qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des choses qui sont nées aujourd'hui, qui vont pas s'éteindre demain, et des projets qui finalement ont vu le jour et dont on pensait déjà qu'ils étaient nécessaires. Il nous fallait peut-être un peu cet énorme déclic qui a été toute l'année précédente. Oui, c'est ça. C'est comment faire d'un coup d'arrêt quelque chose d'extrêmement prolifique, finalement. Tout à fait. Marc Chassot-Bénet, vous êtes un peu aujourd'hui pour nous, là, une sorte de vigie. Vous avez eu un œil un peu sur tout, toutes les structures culturelles stéphanoises. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir fait le constat que depuis le mois de mars dernier, on a vu des gens dans le milieu culturel se débattre et refuser catégoriquement le coup d'arrêt. Est-ce que vous faites ce constat aussi ? Ah oui, totalement. C'est vrai que ça a été pour des structures plus institutionnelles, pour par exemple des structures en régie directe, comme pour des grands festivals ou des structures beaucoup plus installées et qui n'ont pas l'agilité qu'on a pu entendre là. C'est vrai que la première réaction a été assez brutale. Il y a un effet un peu de panique, je dois le dire, même de directeurs d'établissements sur le territoire qui ne savaient pas mesurer quel serait l'impact réel de cette crise et de ce coup d'arrêt. Certains avaient même l'idée que les institutions qui sont leurs partenaires principaux allaient d'un seul coup fermer tous les robinets, que tout allait s'arrêter et que demain ils perdaient leur emploi. Ce qui est inimaginable quand on sait finalement l'inertie de nos structures et puis certaines formes de sécurité dans nos institutions, mais qui pourtant s'est produit. Des gens très installés se sont dit mais qu'est-ce qui se passe demain ? Et puis il y a eu cet effet, ce second effet où tout le monde s'est un petit peu posé en se disant effectivement ça ne peut pas et ça ne doit pas s'arrêter et donc comment est-ce qu'on fonctionne demain ? Donc à l'inverse de ce qui a pu des exemples qui ont été donnés par le Lyon Young Fest, voilà, il y avait une réalité d'arrêt, d'absence d'activité et donc il a fallu se réinventer, un peu comme ça a été dit par chaque intervenant avant moi, c'est-à-dire trouver des solutions notamment numériques, mais aussi effectivement des ressources différentes qui ont permis de réinventer la
proposition et la mission aussi de service public pour les structures en régie directe. Je prends un exemple parmi tant d'autres, mais sans parler de numérique, parce que tout n'est pas passé par cet outil-là. Les agents des médiathèques se sont mis à appeler certains de leurs abonnés habitués pour leur lire des ouvrages au téléphone. Et donc on a eu comme ça des familles entières avec les grands-parents, les enfants, les petits-enfants qui écoutaient régulièrement dans la semaine des ouvrages qu'ils trouvaient habituellement en médiathèque. Donc cette forme cette manière de se réinventer, elle ne passe pas uniquement par l'outil numérique. C'est certain qu'elle laissera des traces à très long terme et des traces positives. Pour autant, je ne suis pas partisan effectivement de la notion du monde d'après. Et d'ailleurs, cette notion-là s'est un peu effondrée au moment du déconfinement, de l'entre-deux, où tout le monde s'est rendu compte que finalement, on n'avait pas changé de comportement, que la solidarité gardait ses limites dans nos mondes contemporains. Mais pour le coup, je suis d'accord avec chacun d'entre vous, il y aura des aspects positifs, en tout cas des conséquences à long terme tout à fait intéressantes. On le comprend du coup, ce coup d'arrêt qui, pour certains, ont été transformés, à quoi qu'il en soit, été un moment de réflexion et d'ingéniosité et de créativité intense. Reste la question du modèle économique, c'est-à-dire qu'on passe d'un moment où on a trouvé un peu ces marques, on sait comment l'argent rentre, comment on peut le faire sortir, et là d'un coup, ça aussi c'est compliqué. Vous en avez parlé un petit peu, Fanny, tout à l'heure. Est-ce que parmi vous tous, il y a un moment des structures qui se sont dit « Oula, là ça sent vraiment pas bon, on est réellement en danger ». Je ne sais pas si... Allez-y, si quelqu'un veut répondre. Evan, je vous sens première. Je peux en parler rapidement. Alors, oui et non, c'est-à-dire que on sait que dans le modèle économique des associations, surtout celles qui n'ont pas de salariés à temps plein, ce qui est notre cas, c'est-à-dire que nous, on a des salariés à l'occasion d'événements où on prend des prestataires, ça dépend. Les événements permettent de faire tourner l'association. Ce qu'on a constaté, c'est que pendant le confinement, les nouveaux outils qu'on a apportés ont aussi une conséquence directe sur nos factures, puisqu'il faut les payer, ces outils. Les outils numériques qui sont développés sont des outils performants, ils ont un coût. Donc nous, ça a été un coût supplémentaire et en même temps, de l'autre côté, des rentrées d'argent en moins. Surtout quand on sait que le principal moyen de financer une structure, c'est aussi d'organiser des événements et de créer un modèle économique comme ça. Donc effectivement, aujourd'hui, se pose la question de comment, à l'avenir, on peut sécuriser des financements qui soient autres que des financements institutionnels. Et monsieur l'adjoint, vous devez savoir à quel point les structures demandent des subventions. On en fait tous partie, je pense. Mais en même temps, on a besoin aussi, et je pense que Baptiste, tu as une voix aussi pour nous donner des exemples, mais on a besoin d'inventer de nouvelles façons de financement. Nous, aujourd'hui, on s'interroge beaucoup sur le potentiel du participatif. Donc, ça fait un peu tarte à la crème dit comme ça, parce que tout le monde va en faire. Après, on se demande quelle forme ça peut prendre. Est-ce que les gens sont prêts à s'engager sur des contenus de qualité? Et je pense que oui. Et Baptiste le confirmera sans doute. Est-ce que le public est prêt à payer pour quelque chose qui peut aussi avoir gratuitement quand on l'éduque au fait que ça a un coût dans la production? Je pense que oui. Il y a des plateformes qui le montrent. Donc, je pense que notre modèle économique futur doit partir de ce constat et se dire qu'en éduquant les gens au contenu qu'on produit, en éduquant au fait que ça a un coût, les gens sont prêts à nous soutenir plus qu'à faire de simples dons. Ils sont prêts à payer pour obtenir ce qu'on leur donne, je pense. Et finalement, on peut partir de ce constat et se dire que dans les années futures, c'est le participatif qui peut améliorer, on va dire, le modèle économique des structures. Et puis, sans doute aussi la valorisation des compétences. On a tous des compétences à faire valoir. À un moment, ces compétences, on peut aussi les vendre ou en tout cas les mettre à profit pour faire fonctionner un modèle économique. Pour rebondir, Marc Chassot-Bénet, Evan parlait tout de suite des subventions publiques. J'imagine que vous avez été extrêmement sollicité. Alors, la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'une municipalité ou une autre collectivité par ailleurs doit accompagner nécessairement une structure culturelle qui en aurait besoin pour monter ses projets? Est-ce qu'elle le doit? Est-ce qu'elle le peut? Et sinon, comment on fait le choix? Effectivement, c'est une grande question, mais qui précède la crise. On était déjà dans une tendance où les collectivités, évidemment, perdent des moyens. Historiquement, par exemple, depuis 2014, c'est la première fois dans l'histoire de notre République où les villes perdaient des dotations de l'État, où l'État baissait ses dotations. La présidence a changé, le gouvernement a changé, et puis finalement, c'est une baisse de dotation déguisée, puisque c'est une contractualisation qui est née dans laquelle les collectivités locales ne
peuvent pas augmenter leurs charges, et pourtant elles augmentent de fait, puisque simplement le vieillissement et ce qu'on appelle le GVT, glissement vieillesse technicité des agents d'une collectivité, fait que la charge augmente. Donc il y a une forme de piège dans ce contrat-là, mais on ne va pas faire ce débat-là maintenant. Mais en tout cas, pour résumer, on avait déjà cette conscience que les collectivités allaient petit à petit se retirer des financements, et en tout cas qu'ils seraient moindres par rapport aux grandes heures qu'on a pu connaître dans les années 80, voire 90, où c'était finalement assez facile d'obtenir le soutien de l'élu local qui se souciait assez peu d'une commission de subvention, qui attribuait de manière assez directe, et c'était un peu le fait du prince. Aujourd'hui, on est complètement sorti de ces modèles-là, il y a, en tout cas de plus en plus, et c'est le cas à Saint-Étienne. Il y a vraiment des collèges de professionnels qui se prononcent pour accompagner un projet artistique ou un autre. On est en tout cas dans les grandes villes, dans ces fonctionnements-là. Donc on avait déjà pris conscience de la nécessité de donner une autonomie financière, en tout cas d'aider à construire des modèles autonomes d'un point de vue financier. C'est tout l'objet des conventions à l'émergence qu'on a construit à la ville de Saint-Étienne, parce qu'en 2014, on a choisi de construire ces accompagnements à l'émergence et d'accompagner pendant 3 ans des structures, bien sûr financièrement, mais aussi et surtout dans leur structuration, c'est-à-dire vraiment les aider à trouver un modèle économique pour des compagnies, par exemple, trouver des coproducteurs, trouver des lieux de résidence, et finalement construire un modèle durable, pérenne, et non pas simplement dépendant des modèles de subvention. Ça a été vraiment notre philosophie à Saint-Étienne, mais d'autres villes aussi ont pris ce pas-là, parce que le contexte était celui-ci. Et puis la crise est arrivée, et elle a encore un peu plus démontré notre fragilité, notre précarité dans ces modèles. Alors, d'un point de vue plus global, parce que finalement on s'est tous sentis très fragiles par rapport à des phénomènes qu'on ne connaissait pas, qu'on ne maîtrisait pas, et ce qui a beaucoup, je crois, atteint encore notre confiance en nous-mêmes, et tous les acteurs, mais particulièrement dans la culture, où finalement, oui, certains se sont sentis en danger très vite, et le téléphone a très vite sonné au lendemain de l'annonce du confinement, notamment des directeurs de festivals, pour dire mais comment on assure un modèle économique sans avoir évidemment nos recettes de billetterie. Et là, la dépendance au financement public s'est affichée évidemment. Donc, on se rend compte que l'ensemble des secteurs économiques sont dépendants aujourd'hui d'un État-providence, il faut dire ce qui est. On n'aurait pas géré il y a 100 ans cette crise-là comme on la gère aujourd'hui. On aurait considéré que, oui, des artisans mettaient la clé sous la porte, mais que c'était la fatalité, mais il y avait 200 000 morts, mais que c'était la fatalité. Ça a été le cas des grippes espagnoles, etc. Aujourd'hui, on n'accepte plus ça. Notre modèle de société a totalement changé. On n'accepte pas une mort ni physique ni économique qui ne serait pas finalement dans laquelle que l'État n'aurait pas essayé d'empêcher. Ça, c'est à la fois très bien et à la fois ça montre toute notre interdépendance. Donc il y a une prise de conscience globale qui est très importante. Et tant que les collectivités, au début de cette crise, ne s'étaient pas prononcées dans ce soutien, et d'ailleurs dans cette communauté de soutien, parce que je connais très très peu de collectivités qui n'aient pas lancé un plan de relance, qui ne se soient pas engagées à couvrir les coûts partis pour des festivals ou pour des associations. Et en tout cas, à notre échelle locale, la ville, le département, la région et même l'État ont tous vraiment fonctionné dans le même sens. Il y a plusieurs choses. Et en tout cas, une notion très importante, c'est combien de temps ça peut durer. Parce qu'il y a un moment où les collectivités aussi perdent des recettes, perdent énormément d'argent. Donc, il va falloir stabiliser ce modèle-là. Et à très long terme, quelles sont les conséquences ? Ce que disait Evan est très juste. Il va falloir repenser ces modèles-là. Ça va nous obliger à aller encore un peu plus loin dans cette réflexion. Et finalement, ce contexte dans lequel on était déjà avant la crise s'accélère très très vite. Et voilà, on n'a plus le choix maintenant que de trouver des modèles très différents et de refuser aussi, et je m'arrête là pour cette partie-là, de refuser aussi ce blocage qui a existé un temps et qui existait pendant les années 80 notamment, que la culture au sens large était finalement exemptée de toutes les difficultés que pouvaient rencontrer les autres secteurs économiques. La culture est une économie, c'est avec sans doute des perspectives plus hautes, une hauteur de point de vue différente et un
apport très différent à la collectivité, à la société, mais ça reste un modèle économique à défendre, à construire, et on ne peut pas aujourd'hui considérer qu'elle est au-dessus de tout et finalement qu'elle n'aurait pas à se battre pour sa propre survie économique. Elle n'est peut-être pas une entreprise comme les autres, mais elle peut néanmoins rester une entreprise. Tout à fait. C'est vraiment le discours que moi j'ai souhaité tenir, en tout cas en 2014 avec le maire de Saint-Étienne, avec Gaël Pindriot. La première réunion des acteurs culturels qu'on a eue dans ce conseil consultatif qu'on avait créé, où on a réuni 350 acteurs culturels, le premier discours qu'on leur a tenu, c'est « vous êtes chef d'entreprise ». Culturel certes, avec encore une fois une vocation très, très noble, mais vous êtes chef d'entreprise et il va falloir maintenant qu'on travaille main dans la main pour développer ce modèle-là. Ok. On aura l'occasion de reparler de nouveau de la monétisation de ces différents projets à travers d'autres questions un peu plus tard. Pour le moment, on va attaquer ensemble la deuxième partie de cette discussion. On va parler un peu des comportements, parce que finalement, ce sont bien les comportements qui sont au centre de tout ce qu'on traverse en ce moment. Voilà, depuis le mois de mars, on est majoritairement chez nous. On est contraint de modifier nos pratiques de consommation, même si consommation, c'est peut-être pas forcément le bon mot. Et à la fois, ceux qui produisent sont obligés de modifier leurs pratiques de production. Fanny, vous avez abordé tout à l'heure la question de votre musée virtuel. C'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant là, dans ce qu'on est en train de se dire. Vous avez créé ça en 2020. Quel succès ça a remporté ? Est-ce que vous vous êtes dit, oui, on est là pour combler un manque. Les gens ne peuvent plus sortir, regarder, explorer. On leur propose ça et finalement, est-ce que les gens s'en sont réellement emparés ? Alors effectivement, on l'a mis en place un peu à la manière d'une solution de repli, de secours, puisqu'on ne pouvait plus faire nos événements de manière physique. Donc c'est certain que quand on l'a pensé, c'était surtout pour essayer de faire face le plus rapidement possible au fait qu'on n'allait plus pouvoir proposer la même chose. Et puis en le faisant, on s'est rendu compte que au-delà d'un remplacement, ça allait être aussi une nouvelle opportunité. Et ça a été le cas. Donc c'est difficile de mesurer le succès puisqu'on ne voit pas forcément le nombre de visites exactes sur le musée. Mais en tout cas, dans l'événement qui l'a lancé, les gens ont trouvé ça déjà innovant, ce qui était un petit peu l'objectif aussi. Ça a permis de donner de la visibilité aux artistes qui y sont exposés, qui était notre objectif principal. Et qui ont été aussi tout de suite partie prenante et extrêmement volontaire dans ce projet. Oui, tout à fait. En fait, le projet Plurial qu'on a lancé en virtuel, ce qu'on a aimé dans ce projet, c'est que toutes les personnes qui y ont participé ont été impliquées sur le long terme. Elles ne sont pas seulement arrivées pour soit faire leur DJ set, soit exposer leurs œuvres. Elles ont vraiment construit avec nous tout ce nouveau format d'événement, puisque comme nous, elles découvraient aussi ce nouvel environnement, et notamment les artistes qui sont exposés dans le musée, qui ont aussi pensé différemment leur manière d'exposer. Alors c'est certain que c'était une manière un petit peu inhabituelle pour elles de travailler, puisque nous, on aimait aussi évidemment rémunérer les artistes quand on travaille avec eux ou avec elles. Là, c'était un petit peu différent, mais en même temps, ça leur a permis d'avoir une visibilité qui était supérieure aussi. Donc, c'est un outil qu'on a souhaité continuer à faire vivre, qu'on a amélioré très régulièrement durant ces derniers mois. Et aujourd'hui, je pense qu'on s'en servira toujours. Bien sûr, si on peut refaire des événements physiques, on le refera, mais on pourra aussi le doubler grâce à ce musée virtuel. On pourra continuer à le valoriser, à s'en servir aussi pour des artistes qui seraient peut-être pas forcément prêts à exposer dans la vraie vie, on va dire, et qui préféreraient commencer par ça. Enfin voilà, ça donne aussi beaucoup de facilité et une manière différente d'aborder les œuvres qui sont exposées depuis chez soi. Donc après, on a toujours essayé quand même de garder cette idée de lien, c'est-à-dire que quand on a lancé cet événement virtuel, on savait très bien que ça remplacerait pas le présentiel et qu'il pourrait pas y avoir de discussion avec les artistes ou quoi que ce soit. Et nous, on voulait éviter ça, donc on a mis en parallèle de l'événement en place une réunion Zoom tout simplement sur lequel les artistes se connectaient et sur lequel le public pouvait se connecter aussi pour continuer à échanger avec les personnes. Donc à cette époque-là, on l'a fait vraiment... On a pris la première solution qui nous venait en tête pour se dire comment est-ce qu'on peut maintenir la discussion vraiment avec les artistes,
comment est-ce qu'on peut continuer à les mettre en avant. Donc on a essayé de recréer une forme de lien en plus de ce musée virtuel aussi. Ok. Evan, dans le courant de l'année 2020, Phénomène s'est aussi essayé à la diffusion numérique. On a beaucoup entendu parler de captation vidéo pendant cette période, parce que c'est venu comme un moyen logique de faire les choses, le premier moyen. Avec les Doppler sessions, si je ne me trompe pas, entre autres. Vous avez donc tenté ce coup de la diffusion numérique. L'idée, c'était de diffuser de la musique en live via Facebook Live. Est-ce que c'est quelque chose qui a fonctionné ? Est-ce que là aussi, le public... Alors, chez les artistes, j'imagine que ça a fonctionné parce qu'on sait que finalement, que les artistes étaient en manque de donner quelque chose, donc ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre. Est-ce qu'à l'inverse, aujourd'hui, on peut se dire... oui, on sent que le public est d'accord pour plus ou moins écouter un concert, écouter de la musique depuis chez lui, à travers son écran. Il y a deux choses déjà. Alors oui, on a essayé, c'est vrai, avoir une Doppler session. On a aussi fait un petit peu de diffusion d'émissions, notamment cette émission avec Spec qui s'appelait La pandémie médiatique, où on avait le personnage... le personnage que moi je trouve amusant mais qui est très clivant de Nord-Presse, Vincent Flibustier, où on parlait médias, voilà tout. Bon, on a essayé de faire ces formats où justement donc déjà de créer du contenu et de favoriser la diversité artistique de ce qu'on produisait, sachant qu'on pouvait plus le faire en public, en présentiel. Est-ce que les gens sont réceptifs ? Oui et non. Oui, parce qu'ils acceptent de jouer le jeu. Mais dans le fond, je ne suis pas certain qu'ils soient passionnés à l'idée de regarder un concert qu'ils auraient pu vivre dans une salle de concert ou en festival, derrière leur écran avec une bière en solitaire ou avec leur chat, quoi. Je pense qu'il y a une limite qui est celle-ci. Je pense que les gens acceptent de jouer le jeu et on l'a vu notamment de payer même avant de rentrer sur une discussion Zoom ou par soutien pour les artistes, parce que je pense que les gens, quand on les éduque au fait que c'est un coût, qu'effectivement il y a une économie derrière, il y a des gens qui vivent de cette activité, ils sont prêts à payer, mais au-delà de ça, je ne suis pas certain que dans le fond ils aient très envie que ça se poursuive, et je pense même que sur la fin ça s'est beaucoup essoufflé, parce que tout le monde s'est mis à faire des vidéos. Tout le monde a voulu tout diffuser et puis on s'est rendu compte à partir de juillet que ça fonctionnait plus, que ça y est, on avait épuisé le filon et qu'il allait falloir inventer autre chose. En tout cas, musicalement. Après, en termes de création médiatique, là, ça a très bien marché. Les gens sont friands de bon contenu. Baptiste parlait tout à l'heure d'une crise des médias qui dure depuis longtemps. Il y a peut-être aussi une crise dans la qualité de ce qui est produit par les médias et qu'on constate aujourd'hui que des petites structures ou des petits youtubeurs, et on essaye de s'inscrire dans ce chemin-là, produisent des choses parfois de meilleure qualité que ce qui est produit sur les grandes antennes. Donc là, les gens sont demandeurs. Ils sont demandeurs de contenu un peu nouveau, de curiosité, de ce qu'on peut leur apporter. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire notamment sur Spectre, où alors tous les ans on produit notamment cette émission Instant Court consacrée au Festival du court-métrage en début février, donc là ça arrive bientôt. Et puis on a essayé d'apporter d'autres choses, du reportage, des programmes originaux. On a créé le programme Inuino Veritas sur les vins et les spiritueux à consommer avec modération. On a créé tout un tas de programmes sur les médias, sur l'éducation à l'image. Les gens sont plus curieux. Ça fonctionne. Les concerts virtuels, un peu moins. On commence à avoir peut-être une limite à la digitalisation. Là, du coup, Pierre, vous êtes... Ouais. Là-dessus, justement, je voulais rebondir sur les limites. Alors, pour les médias, je ne sais pas, c'est pas trop mon domaine, mais pour tout ce qui est spectacle, musée, cinéma, musique, etc., la première, dans l'étude des pratiques culturelles des Français, la première raison de sortir dans un lieu culturel, c'est de sortir avec ses amis ou en famille. De voir des gens, de se sociabiliser finalement. Donc en fait, c'est très bien d'avoir du contenu accessible en ligne, mais en fait, ça atteint une limite dans le sens où ça peut marcher une ou deux fois de regarder quelque chose parce qu'on soutient l'artiste, parce que voilà, mais en fait, c'est pas ce qui fait la majorité du public. La majorité du public, c'est des gens qui sont contents d'aller au cinéma ensemble, sont contents d'aller au concert, au musée, etc. C'était ça Néanmoins, Pierre, donc vous êtes sur le domaine cinématographique et c'est peut-être le domaine qui aujourd'hui a la plus grande crainte de voir la digitalisation prendre trop d'ampleur. On est en train de se dire, voilà, il y a eu des plateformes. Peut-être que là, on a un vrai changement de comportement qui est en train de s'opérer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que ça fait partie de vos craintes à vous ?
Ça ne m'empêche pas de dormir la nuit, donc ça va. Mais c'est un enjeu qui a existé avant le Covid, en effet, et qui en fait, le Covid a joué comme un accélérateur sur beaucoup de choses qui étaient sous tension, hein, quand même. Donc après, le cinéma existe quand même depuis le début du XXe siècle, et régulièrement on dit qu'il va mourir parce qu'on a inventé la télé ou parce qu'on a inventé ceci ou cela. Le gros risque sur le cinéma actuellement, c'est surtout le modèle de la chronologie des médias françaises, qui est remis en question par la pratique de Netflix, de Disney+. Donc, pour le faire rapidement, c'est juste qu'en France, on a des règles de diffusion et que quand un film sort au cinéma, il doit attendre un certain temps avant de sortir une deuxième fois au cinéma, avant de sortir ensuite en DVD, puis ensuite en VOD. Ce qui fait que Netflix n'a aucun intérêt à sortir un film en salle au cinéma parce qu'il devrait attendre 2 ans pour le sortir sur sa propre plateforme. Donc en fait, c'est pourquoi on a ce modèle, parce que ça peut paraître... Pourquoi on a ce modèle ? Parce que en France, quand on paye un ticket en salle de cinéma, il y a une taxe CNC sur le ticket qui en fait remonte au CNC et ensuite va financer la production de films faits en France. Ce qui veut dire que n'importe quel film américain, étranger qui est diffusé en France finance le cinéma français par ses entrées. Donc c'est un modèle de redistribution des richesses, en fait, vertueux, qui est assez unique quand même, qu'on a du mal aussi à imposer parce que c'est pas un modèle très libéral, et force est de constater qu'on n'est pas non plus dans un monde qui est antilibéral. Et donc c'est surtout ça qui est en danger, en fait. Le cinéma en tant que tel, je pense pas. Je pense que, pareil que pour la question des concerts, etc., les gens aiment quand même se déplacer et aller voir des choses ensemble. Donc après, la grosse question, c'est de savoir, voilà, est-ce qu'on va réussir à faire en sorte que Netflix joue le jeu, etc. J'ai cru lire, mais je ne suis pas plus sûr du tout de ce que j'ai lu, mais que Netflix avait accepté de payer ou de participer d'une certaine manière au financement du cinéma. Donc ça peut aller dans un bon sens, sachant que Netflix est aussi dans une dynamique où ils essaient de capter le public cinéphile français avec des acquisitions de grands classiques, etc. Donc ils ont aussi une volonté de toucher un public qui est peut-être plus au fait de ces questions-là et qui, du coup, peut peut-être beaucoup plus se questionner sur le fait de s'abonner à... Moi, j'ai plein d'amis qui ne s'abonnent pas à Netflix. Enfin, juste parce que on ne s'abonne pas à Netflix parce que c'est des gens qui tuent nos salles de cinéma. D'accord. Et ils ont raison. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font, donc je suis abonné, mais je le regrette un petit peu, des fois. Voilà. Mais on peut supposer, ce que vous dites, c'est que finalement, on peut supposer qu'il y aura de la place pour tout le monde, parce que finalement, le temps qu'on a, on le partage aussi. Il y a des moments, très concrètement, il y a des moments où on a envie d'être dans son canapé avec son petit plaid, devant sa petite télé. C'est un moment douillet. Et puis, la semaine d'après, à la même heure, ben, c'est pas du tout ça dont on a envie, c'est d'être avec ses copains et donc d'aller voir quelque chose ensemble. Mais ces moments douillets, c'est pas Netflix qui les a inventés. Hein. Bien sûr que non. Donc en fait, Netflix, le bouleversement, il est vraiment du point de vue économique et du point de vue comment est-ce que Netflix en fait arrive dans un endroit dans lequel il y a déjà des règles du jeu et dit mais moi je m'en fous parce que de toute façon j'ai assez d'argent pour faire vivre tout le cinéma français en faisant plein de tournages et en fait vous avez qu'à vous adapter ou mourir. Et donc là ils sont dans une discussion, donc ça semble aller dans le bon sens. Mais c'est un peu c'est ce qui s'appelle la disruption. Enfin, c'est le même processus que Uber ou les choses comme ça. C'est un acteur qui arrive, il y a des règles du jeu, mais en fait, il est tellement puissant et tellement persuasif sur les consommateurs que au bout d'un moment, on est dans un truc où si on change pas les règles du jeu, on est un peu des vieux rabat-joie, oh non mais c'était mieux avant, etc. Et en même temps, si on fond directement dedans, bah, on est un peu naïf et on se laisse porter, quoi. Donc des moments de tension comme ça, mais on va s'en sortir, je pense. Mais voilà. Baptiste, vous faites partie de ceux qui changeaient les règles du jeu sans trop les changer. C'est assez incroyable. Vous lancez au mois de mars le premier numéro d'une revue papier. Je voudrais être sûre que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Un journal qui fait du bruit quand on tourne les pages. C'est assez incroyable parce qu'aujourd'hui, et vous le disiez tout à l'heure, la presse et les médias sont en crise, alors avec plus ou moins de résonance depuis une bonne trentaine d'années. Et dans tout ça, on a beaucoup entendu une espèce de petite ritournelle qui disait « le papier, c'est fini ». Terminé, et on va aller vers du digital et on n'aura plus que du digital. Et puis finalement, aujourd'hui, on se rend compte que peut-être dans le digital, on a un peu tout et un peu n'importe quoi en même temps.
Et là, on a quelqu'un qui nous dit, OK, bon, alors stop, on va revenir à nos fondamentaux. Qu'est-ce qui fait que du papier et pas du web, du coup? Alors déjà, en fait, effectivement, on lance une revue papier parce qu'on a beaucoup réfléchi au support sur lequel on pouvait faire pays et on s'est dit que ça avait plus de sens pour du temps long, pour un média qu'on veut beau et qu'on veut partager, qu'on veut pouvoir montrer à ses amis autour de soi. Un objet. Un vrai objet. Donc on s'est dit qu'on voulait un objet avant tout et qu'on voulait aussi un papier, quelque chose qui permette de se conserver, de rester, voilà, de pouvoir se transmettre aussi parce qu'on va pas être dans l'actualité chaude, donc on va être sur un média qui prend le temps et qui surtout peut se lire plusieurs années après pour essayer de comprendre comment était cet endroit, ce pays à un instant T. Donc on a d'abord choisi le papier pour des raisons plutôt éditoriales en fait, pour des raisons de se dire en fait on veut faire du papier, on veut pas forcément faire autre chose. J'ai moi-même participé il y a 10 ans maintenant à la fondation d'un média en ligne entièrement en ligne et là on voulait faire du web et pour de tout à fait autres raisons. Mais donc je pense pas que le papier soit mort, bien au contraire. Je pense que d'ailleurs Pierre vient de faire la démonstration un peu pour le cinéma. Le papier c'est pas né au début du XXe siècle, mais bien avant, enfin en tout cas pour la presse, puisque le papier en lui-même, voilà. Je vais pas refaire l'histoire du papier, mais en tout cas la presse est née à une époque où forcément le seul support sur lequel elle pouvait être, c'était le papier, donc on se posait pas la question. Ensuite, on s'est dit, quand le numérique est arrivé, qu'on pouvait faire des médias en ligne, et ça a mis beaucoup de temps à se faire, puisque d'abord, tous les médias papier se sont dit qu'en fait, ils allaient pouvoir faire gratuitement ce qu'ils faisaient payer en papier, et donc ça a complètement déréglé l'ensemble du marché des médias. Aujourd'hui, on est dans une période où tout le monde se rend compte qu'en fait, on a fait n'importe quoi, et donc il faut revenir en arrière, il faut expliquer aux consommateurs, aux consommatrices, aux lecteurs, lectrices que en fait, l'information de qualité, elle a un coût, et que si ce coût-là, c'est pas vous qui le payez et qui le soutenez, il y a forcément d'autres sources de financement. Alors parfois on peut être plus ou moins d'accord. Qui sont pas forcément bienveillantes et qui sont pas forcément qui peuvent travaillent pas forcément au profit de l'information. Voilà, et effectivement, et qui elles-mêmes sont en pleine crise. Et là pour encore d'autres raisons, mais la publicité en 2020 c'est une catastrophe qui fait que de très nombreux médias ont accéléré leur passage au numérique par exemple sur des modèles d'abonnement. Et donc pour rester sur la question de pourquoi est-ce qu'on lance du papier aujourd'hui, parce qu'on pense qu'il y a encore de la place largement, mais pas pour tous les papiers, effectivement. Si dans 5 ans, 10 ans, on voit que des quotidiens qui sont publiés tous les jours sur le web, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par heure, peuvent être mis à jour, disparaissent, je pense qu'on aura finalement été au bout de quelque chose. Je ne dis pas qu'il faut que les quotidiens disparaissent demain, parce qu'ils sont utiles et que beaucoup de gens s'informent encore avec, mais la diminution est telle qu'aujourd'hui, on va bientôt finir par comprendre qu'on peut faire du papier si ça a un sens. Et si finalement, mon média papier, il apporte quelque chose au consommateur, au lecteur, qui le permet de sortir un peu de sa zone de confort, qui permet de se ressourcer, ou qui apporte un service qui rend la chose vitale en fait à la personne. Et que ce soit pays ou que ce soit les nombreux projets qu'on accompagne avec Médiane, on accompagne de plus en plus de projets qui se lancent en papier aussi au départ. Et ce qu'on leur dit, c'est que c'est pas définitivement fini et que justement on peut y aller parce que les modèles économiques de la presse sur papier sont beaucoup plus stables en fait finalement que les modèles économiques de la presse en ligne, et qu'il suffit juste de trouver le bon. Alors il suffit juste, évidemment beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas il existe et il est loin d'être mort, et on essaie de le montrer sans vouloir opposer les deux, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens, ou en tout cas certaines personnes qui font des médias papier, qui disent qu'il n'y a que ça de vrai, qu'il faudrait garder tout en papier, que c'est dommage que ça disparaisse. Moi, je ne suis pas un partisan à fond du papier. Je ne dis pas que c'est utile et qu'il faut que ça reste en papier parce que ça veut dire que c'est mieux ou quoi que ce soit. En revanche, je pense que ça continuera à exister, peut-être moins, mais aussi peut-être mieux. Ce que vous dites en substance, et vous avez dit un petit peu la même chose, Evan, tout à l'heure, c'est que finalement, raisonnons d'abord par le contenu, par le fond, et adaptons la forme à ce qu'on a envie de créer. Oui. Et pas l'inverse. Bah oui, bien sûr. Et pendant très longtemps, on s'est effectivement dit que les médias, parfois même plus que pour des entreprises culturelles autres que des médias, on s'est même dit que les médias n'avaient pas besoin de modèle économique. Et très souvent, j'ai beaucoup autour de moi de camarades journalistes qui viennent de sortir d'école, etc. Et bien souvent, dans les écoles, on n'apprend pas comment fonctionne une entreprise de presse, on n'apprend pas comment on vend un titre de presse, etc. Et donc, il y a toute une culture
culture à faire aujourd'hui pour essayer de faire comprendre que chaque article, chaque élément qu'on publie en tant que média, chaque élément éditorial qu'on publie, c'est pas parce qu'on s'interroge sur la manière dont on va le vendre et dont il va être lu que c'est sale en tant que journaliste et que sur le plan éditorial, c'est pas déontologique, etc., etc. Et donc, il y a tout un travail d'acculturation à faire pour comprendre effectivement que la forme et le fond vont ensemble et que surtout toutes les dimensions marketing, distribution, réflexion sur la proposition de valeur de votre média, sur sa ligne éditoriale, tout ça, ça doit être tout le temps à l'esprit de celles et ceux qui se lancent. Et on accompagne avec Médiane des personnes, des jeunes journalistes ou des journalistes plus expérimentés qui ont passé parfois 20 ans en rédaction et qui se lancent du jour au lendemain ou même juste qui ont eu une envie, qui ont eu une idée. Ce qu'on leur dit en premier, c'est de prendre le temps de bien se poser, bien réfléchir, bien créer sa proposition de valeur, bien poser les personnes auxquelles on veut s'adresser, bien savoir quel est le marché qu'on peut aller voir demain. Et donc finalement, oui, c'est parfois semblable à la création d'une entreprise classique. C'est juste qu'il y a tout ce travail d'acculturation à faire en amont pour que les gens comprennent que ça fonctionne aussi comme ça. Et donc, ouais. Et par rapport à Médiane, vous disiez tout à l'heure, un peu en introduction du propos, que vous accompagnez également des gens qui sont éloignés de la production de l'information au départ. J'imagine que ça va aussi avec une formation. Oui. C'est-à-dire, quand bien même très éloigné, à un moment donné, il y a quand même... ça reste un métier que de produire de l'information. Oui, bien sûr. Alors, nous, on accompagne souvent des personnes qui sont déjà journalistes, par exemple, à se lancer dans la création de leur projet média. Et donc là, il y a toute une formation à faire. Oui, mais en fait, on essaye de mettre les gens dans une posture de responsabilité et de se dire, en tant que journaliste, en tant qu'étudiant en journalisme, en tant que marketeur, graphiste, etc., j'ai un projet de média et je veux le lancer. Le premier réflexe, il pourrait être de se dire, il faut que je m'entoure de tout un tas de personnes qui savent faire ça, et puis moi, je reste sur ma zone de confort et je reste à faire ce que je sais faire. Or, on constate que ça ne fonctionne pas comme ça, et donc, plutôt que de leur donner une formation théorique, on leur donne tous les outils et toutes les clés pour qu'ils apprennent par eux-mêmes comment faire les choses. Parce que aujourd'hui, c'est paradoxalement beaucoup plus facile de créer un média qui a des dizaines et une vingtaine d'années. Avant, il y avait un coût d'entrée qui était énorme, parce que justement, on n'avait que le papier, que la télé, que la radio. La radio, la télé, n'en parlons pas, c'était impossible de créer ce type de média. Le papier, c'était plus possible, mais ce n'était pas à des échelles aussi importantes qu'aujourd'hui. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il y a tout un tas de ressources, de possibilités, de réseaux qui existent pour apprendre à faire par soi-même, parce que des outils se sont démocratisés, parce qu'on peut créer un site en ligne et le mettre en ligne. Et donc, ça peut conduire parfois à des dérives aussi. Mais c'est une formidable chance. Il y a des gens qui trouvent des solutions tous les jours, qui ont une idée, qui ont une réflexion et qui se lancent, qui agrègent autour d'eux des personnes, et ça crée un modèle économique, ça crée un média. Et donc, ça demande une formation, mais bien souvent, on est capable de s'administrer par soi-même, effectivement. Avec tout ce que vous dites, on a l'impression finalement que le digital, qu'on a beaucoup exploré cette année, fait sans doute partie de la solution pour la suite, mais n'est pas la solution pour la suite. Marc Chassot-Bénet, de votre point de vue, toujours de petite tour de contrôle, vous avez vu, je m'excuse, dites-le moi si vous ne voulez pas de ce titre, vous avez vu une nouvelle fois des structures à l'œuvre. Et on parlait de captation vidéo tout à l'heure, vous en avez vu beaucoup s'emparer de ça parce que c'est un moyen de garder le lien, c'est un moyen de continuer à faire quand on est empêché et qu'on ne peut plus le faire en vrai. Dites-moi si je me trompe, j'ai l'impression que beaucoup en sont revenus aussi de cette histoire de captation vidéo. Vous ne vous trompez pas du tout, effectivement, tout le monde en est revenu. Moi, j'avais déjà cette philosophie-là parce que ce que vous venez d'expliquer, je l'ai très bien vécu. Moi, j'ai créé mon premier titre de presse quand j'avais 22 ans, au moment où tout le monde se posait cette question de la transition numérique. Le papier était omniprésent, des gratuits, on en avait 6 à la sortie de chaque métro, un peu partout, et pour autant, on voyait émerger les premiers sites internet, etc. Et tout le monde disait, voilà, la presse papier est morte, c'est fini. Et donc, voilà, moi j'ai eu la bonne idée de lancer un titre de presse papier. Et ce que j'ai vu de cette expérience-là, c'est ce qui a été dit à l'instant, c'est que les modèles ne s'opposent pas. Le tri se fait, il est parfois violent, il y a évidemment des dépôts de bilan, des morts assez douloureuses, mais pour autant, ce qui prime toujours, c'est la question de la valeur ajoutée. Et j'aime beaucoup ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que ce qui compte, c'est ce qu'on veut faire, c'est le contenu qu'on veut apporter, et c'est la valeur ajoutée de ce contenu. Je crois que ça, c'est valable dans tous les domaines, en tout cas que je peux observer, que ce soit culturel ou
ou autre, c'est valable pour le commerce. Finalement, on annonce la mort du commerce de centre-ville, mais on voit émerger des modèles de commerce avec une valeur, de petits commerces, j'entends, de centre-ville avec une valeur ajoutée extrêmement forte, de conseils, d'accompagnement, de fabrication, etc. Donc des transitions qui sont effectivement douloureuse, mais à la fois tellement bénéfique et avec un avenir certain. C'est la question des supports physiques en culture, en musique ou autre. C'est la question de l'évolution du livre aujourd'hui aussi dans le monde de l'édition. Et cette transition, on la vit dans nos établissements culturels. Donc pour répondre à votre question, effectivement, on s'est engagé, nous aussi, en tant que municipalité, dans une fête du livre numérique avec de la diffusion de concerts, mais on en voit toutes les limites de ce 100% numérique, effectivement, comme on peut voir, je crois que ça a été dit tout à l'heure, la limite de la visio et de la réunion en visio est de 8 heures par jour sur un écran qui nous rend tous fous. Donc la limite, elle est la même dans tous ces secteurs, encore une fois. Donc c'est bien en tant que complément et la véritable question, c'est ce qu'on veut faire de cet outil-là, effectivement. Moi, je suis persuadé que ça va accélérer une transition numérique qu'on avait évidemment tous déjà pensé. Dans nos musées, on est déjà dans la préfiguration d'une réalité augmentée qui va permettre de découvrir dans très peu de temps, au musée de la Mine, une scène du XVIIIe siècle superposée à une réalité qu'on peut vivre, qui va apporter un vrai plus, qui va sans doute permettre de s'adresser à d'autres publics. Un des grands atouts de ces propositions numériques, c'est la capacité à aller vers des publics empêchés, notamment des publics qui souffrent de handicap, qui ne peuvent pas se déplacer sur des événements, qui ne pourraient pas visiter les étages d'un bâtiment patrimonial et qui d'un seul coup leur deviennent accessibles. Donc il y a vraiment des aspects bénéfiques, il faut les utiliser, et puis des aspects qu'il faut tout de suite oublier, c'est-à-dire le 100% numérique qui, on le voit bien, qui va permettre de s'adresser à des gens qui sont déjà, et un public qui est déjà sensible à ce qu'on lui propose, mais qui par contre n'a aucune capacité à prendre par la main d'autres publics, à séduire, pardon du terme, mais des gens qui ne se sentiraient pas déjà impliqués. C'est-à-dire que si on souffre déjà d'un a priori, pour prendre un exemple, quand on veut franchir les murs de l'opéra ou du musée d'art moderne et contemporain, cet a priori, Dieu sait s'il existe encore et si toutes les politiques publiques n'ont pas réussi à lutter contre, le numérique va aggraver ce phénomène-là. C'est-à-dire que vous connectez sur le site d'un musée quand déjà vous n'êtes pas un peu sensibilisé à l'art contemporain ou assister à un opéra en vidéo quand vous n'avez même pas la possibilité d'entendre des voix en direct, de constater à quel point la structure du décor est une prouesse technique, à quel point le travail des tissus et des costumes est formidable. Et il n'y a qu'en direct qu'on comprend évidemment la mesure de ce que représente une production de ce type-là. Donc si on va dans cette voie-là, effectivement, on aggrave les choses. Par contre, si posément, on analyse le meilleur de chaque outil en se posant toujours la question du fond de ce qu'on veut proposer au public et avec quels moyens on lui propose, on peut vraiment tirer le meilleur de tout ça. On voit bien on sent que se dessine devant nous quelque chose d'assez hybride. Et peut-être cette crise finalement aura été un accélérateur de l'hybridification parce que le numérique, tout le monde y pensait, mais il y a aussi beaucoup de gens qui étaient un peu à la traîne et qui étaient peut-être un peu... Là, aujourd'hui, voilà, on sait qu'on n'a pas le choix, qu'il faut y aller. Pierre, là où je vous rejoins, monsieur l'adjoint, sur ce que vous disiez, c'est que en fait, ça pose vraiment la question de la médiation, en fait, de manière générale. C'est-à-dire qu'il y a une tendance, on va dire, globale à aller vers le numérique sans trop réfléchir, en fait, et où, en fait, derrière, ça devient du gadget. Et donc, en fait, ça ne sert à rien, parce que, voilà, c'est juste un écran rajouté, et en fait, pour quelqu'un qui a aucune idée de quoi sert cet écran, ça sert à rien. L'important, c'est toujours de questionner qu'est-ce qu'on fait, mais que ce soit un média ou un produit culturel, à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on fait, à qui est-ce qu'on veut parler, comment est-ce qu'on veut le présenter, etc. Et toujours... ne jamais négliger au profit du numérique l'humain et en l'occurrence économiquement la ressource humaine qui sera là pour faire le travail de médiation en fait, pour accompagner vers la découverte de l'œuvre, vers la découverte de la chose. Parce que souvent en fait le numérique peut être utilisé pour en fait dire finalement en fait on va mettre que des bornes dans le musée de partout et en fait on va plus avoir que 1 ou 2 gardiens qui vont faire le tour et puis c'est tout ce qu'on va faire. Et alors là, du coup, c'est gadget, c'est en plus, c'est une manière de réduire les dépenses dans des contextes où les dépenses se réduisent, mais au final, on y perd en termes de, justement, d'humanité, et même par rapport aux gens qui, justement, se diraient « j'ai pas envie d'entrer dans un musée », moi qui pourrais
avoir envie d'y rentrer. J'ai pas envie d'entrer dans un musée dans lequel il y a des tablettes de partout et où il y a personne en fait. Voilà, c'est pas le voilà. Mais du coup, la question des publics, de toujours se questionner de qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on le présente, de quelle manière, etc. À mon avis, elle est vitale et elle commence à se poser beaucoup plus largement aujourd'hui, alors qu'à mon avis, sur les dernières années, elle s'est pas assez posée des fois. Et il y a des fois où on est peut-être allé trop vite sur des dispositifs, sur des choses comme ça, pour en fait donner du gadget derrière et des choses qui sont pas réellement intéressantes. Vous me faites une transition superbe, Pierre, je vous remercie. problème. L'idée, c'était de pouvoir maintenant, dans cette troisième et dernière partie, partir du constat qu'on le voit bien, il faut s'intéresser à la question de savoir à qui on s'adresse, qui est-ce qu'on veut démarcher, qui est-ce qu'on veut séduire aussi, qui est-ce qu'on veut séduire, à qui on a peut-être quelque chose d'intéressant à donner, à offrir, à vendre, parce que c'est pas nécessairement un gros mot. Fanny, Néo-Démos, on l'a dit, c'est une structure un peu protéiforme, plein de cartes différentes. Ça veut dire peut-être plein de publics différents. C'est une des solutions pour vous? C'est une clé, la clé du bien-être et du bien-aller de la culture émergente, c'est de se dire on va jouer sur plusieurs tableaux en même temps. Oui, effectivement, c'est une solution. C'est surtout pour nous un moyen aussi de permettre à ceux qui nous suivent et aux artistes qu'on accompagne de choisir aussi le modèle d'expression qui leur conviendrait le mieux. C'est sûr que ça nous permet de diriger notre attention vers un type de public ou un autre. Donc c'est certain que avoir toutes ces formes, que ce soit les médias ou la partie événementielle, ça nous permet d'avoir un impact plus important et de varier aussi le public qui nous accompagne. Du coup, en 2021, il y a des projets qui sont en gestation. Il va y avoir des choses qui vont naître à l'issue de cette crise dont on a hâte tous de sortir. Oui, on espère effectivement qu'on va pouvoir faire naître des choses qui sont en réflexion chez nous pour l'instant. Donc il y a déjà ce fameux projet de podcast. Donc on permettait déjà aux personnes d'exprimer un peu leur voix à travers le musée digital malgré tout, mais aussi le journal participatif. On veut le faire maintenant à travers ces podcasts qui nous permet aussi, encore une fois, de créer du lien, puisque le but, c'est de rencontrer des personnes qui sont engagées sur le territoire ou alors qui sont créatives sur ce territoire, et donc de créer aussi des synergies, comme ça peut être le cas pour le type d'événement qu'on fait aujourd'hui. Donc ça nous permet, encore une fois, de tous nous mettre en réseau et de donner de la voix à des personnes qui font des choses qui sont importantes et qui sont à valoriser. Donc il y a effectivement ce premier projet-là. On a toujours la partie label qui n'a pas arrêté non plus de travailler pour le coup, puisque la créativité des artistes est restée la même, voire a été décuplée pendant le confinement. Donc c'est certain que sur la partie label, il y a aussi des beaux projets musicaux qui vont arriver. Et puis on réfléchit aussi toujours à faire grandir notre côté participatif et à impliquer un maximum de monde dans notre projet. Donc on va aussi essayer de créer des nouvelles synergies avec ça et de permettre à des personnes de s'impliquer un peu plus dans notre projet à l'avenir. Pierre, quand on arrive sur votre site internet en ce moment, on voit écrit « Il y aura une édition 2021 », on y croit. Alors du coup, 2021, c'est donc une édition supplémentaire. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que ça va fonctionner différemment? Ou est-ce que... Alors, ce que j'avais pas dit tout à l'heure sur notre édition 2020, c'est que ça a été quand même bouleversé parce que jusqu'à la veille de l'édition, on s'est tenu prêt avec notre plateforme en ligne prête pour faire de la... Enfin voilà, on s'est dit au cas où, voilà. Ouais. Donc là, cette année, on anticipe. Okay. Et dans tous les cas, même si l'édition a lieu en physique, on essaie de travailler sur notre présence numérique, du coup, et qu'on est en train d'essayer de faire foisonner entre nous, de se dire qu'est-ce qui est intéressant qu'on fasse, est-ce que c'est intéressant qu'on fasse des projections en ligne ou pas, c'est une vraie question, parce que à l'initiale, nous, on y est plutôt opposés parce qu'on préfère le lien de la salle et la discussion. Mais d'un autre côté, comme on a pas mal de réalisateurs et réalisatrices qui souvent viennent de loin, c'est un moyen efficace quand même de pouvoir leur faire participer, puis augmenter notre public aussi. Donc on travaille là-dessus.
pareil, en se posant des questions qui sont à mon avis pour beaucoup insolvables, mais sur lesquelles on devra trancher un moment, mais de se dire voilà, qu'est-ce qu'on veut montrer, comment, à quel moment, quel type de prestataire voir aussi, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas, nous, en compétence chez nous. Donc on travaille là-dessus. De manière générale, nous, on cherche à apporter à notre festival la dimension d'un marché du film qui a lieu dans d'autres festivals et qui est en fait le lieu d'espace des rencontres professionnelles. On l'a fait un peu cette année, on a eu 3 sessions de rencontres professionnelles et on cherche à le développer encore plus et du coup à avoir cette année vraiment une programmation de films en compétition et une programmation de séances spéciales / masterclass / rencontres professionnelles. Donc voilà, on part du principe que ça aura lieu et la crainte qu'on a, parce qu'on va lancer donc notre appel à candidature en mars également. L'an dernier, on a eu autant de candidatures que les autres années parce que souvent on reçoit des films qui ont été faits avant. Et là, cette année, du coup, on se dit bon, c'est peut-être là qu'on va sentir les répercussions. Voilà, qu'on va sentir, qu'on va se dire bon, putain, cette année, on en a reçu 200, 300 de moins. Voilà. Donc on a une petite crainte là-dessus. Après, il y a pas mal de gens qui ont été assez inventifs pour faire des nouveaux formats, pour faire du found footage, comme on dit dans le... Enfin, le found footage, c'est un genre de film d'horreur avec ou qui est filmé qu'avec quelqu'un qui parle comme un journal de bord. Vous avez le petit rec en haut. Là, voilà. Bon. Il y a pas mal de gens qui ont fait ça. Bon, voilà. Il y a des manières de s'adapter. On espère qu'il pourra avoir lieu en septembre. Et s'il n'a pas lieu, il aura lieu en ligne. Et ce sera dommage. Là, il y a le festival de Clermont-Ferrand qui va avoir lieu bientôt, qui va avoir lieu que en ligne. C'est d'une tristesse sans nom parce que c'est un des meilleurs festivals, enfin c'est le meilleur festival de court-métrage du monde. Donc voilà. Mais eux, pareil, ils ont des outils, ils s'adaptent et ils vont utiliser une application pour leur rencontre professionnelle qui est comme Zoom, mais en mieux et qui visualise dans l'espace une salle de rencontre avec des petites tables sur lesquelles on peut naviguer et tout. Enfin, j'ai fait un test la semaine dernière, ça a l'air énorme. Voilà, il y a des outils, il y a des choses qui s'adaptent. Bon, nous, on espère que ça aura lieu. Notre crainte, c'est sur la quantité de ce qu'on va recevoir, mais on reste un peu confiant parce que les tournages continuent quand même d'avoir lieu. Et les tournages d'école ont quand même lieu. Moi, ma copine est en école de cinéma, elle continue à faire des tournages. On part du principe que, enfin voilà, on tient la route quand même, quoi. Il tient le bon bout. Ouais, c'est ça. Croisons les doigts. Baptiste, on l'a dit, vous avez fondé Médiane qui vise donc à accompagner le développement aussi à la fois des jeunes médias, enfin des gens qui veulent se lancer, mais aussi des médias plus traditionnels qui sont là depuis longtemps. Est-ce que vous me confirmez que finalement la clé du New Deal de la culture et des médias, enfin en tout cas de l'émergence, c'est bel et bien de connaître sa cible? Oui, et je pense que ça devrait être une évidence. Et d'ailleurs, en fait, bien souvent, quand on parle de ça semble être une banalité, un lieu commun. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ne l'avaient pas perçu. Et au premier degré, qui l'avaient oublié, en tout cas, peut-être. Et donc, nous, ce qu'on fait quand on arrive, quand on commence à accompagner quelqu'un, donc déjà, ça veut dire qu'on est venu nous chercher aussi parce qu'on porte un discours d'espoir dans un monde de médias qui a du mal à en avoir, et à juste titre, puisqu'on voit tous les jours des annonces de suppression d'emplois dans tel ou tel titre, de personnes qui sont journalistes indépendants qui n'arrivent pas à trouver de quoi vivre pour faire leur métier, tout simplement. Et donc, il y a des raisons d'être en colère, ou en tout cas de ne pas vraiment arriver à s'intégrer dans ce secteur. Pour autant, il y a de l'espoir, comme je disais. Et donc, effectivement, bien souvent, quand on arrive et qu'on explique oui, il faut réfléchir avec vos publics, il faut réussir à comprendre comment ça fonctionne, ce qu'on fait bien souvent, c'est qu'on commence par une phase d'audit, c'est-à-dire qu'on se met à la place des fondateurs et fondatrices des médias ou des dirigeants de médias, et on va fouiller dans les audiences pour savoir est-ce que vous savez qui vous lit, en fait, qui vous écoute ou qui vous regarde, parce qu'on travaille avec des gens qui font du podcast, des vidéos, des choses comme ça. Et non, bien, il y a pas mal de fois où en fait on s'est lancé, et c'est tout à fait légitime, on s'est lancé parce qu'on avait envie de s'exprimer sur un sujet, mais c'est pas l'envie de s'exprimer sur un sujet qui fait de vous un média, en fait. C'est plutôt la manière dont vous réussissez
à en parler à des gens autour de vous, à réunir une communauté, qu'elle soit de 5, 10 ou 10 000 personnes ou 100 000 personnes, c'est pas très grave. Mais donc, effectivement, on arrive et on dit, OK, on va regarder vos audiences, on va envoyer un questionnaire à ceux qui vous lisent, qui vous regardent, pour essayer de savoir quelle est leur moyenne d'âge, qu'est-ce que vous pensez être leur genre ou non. Et très souvent, même dans la majeure partie des cas, les personnes sont extrêmement surprises parce qu'on parle avec un fondateur de médias qui pense que son média est lu principalement par des hommes de plus de 60 ans avec un capital social élevé et un capital culturel énorme. Et en fait, on se rend compte qu'on fait une analyse, donc on pose des questions tout simplement, c'est très basique, et on se rend compte que finalement, son média il est consommé majoritairement par des femmes de moins de 40 ans qui ont pour la plupart un niveau Bac+2, Bac+3. Et donc la personne tombe des nues, puisqu'en fait, il parle depuis des années, pas aux bonnes personnes. Okay. Il parle depuis 5 ans, parfois même un peu dans le vide. Alors évidemment, il y a des choses qui se regroupent, mais il aurait pu anticiper beaucoup de choses en sachant juste à qui il parlait. Et donc la clé, c'est le public. La clé, c'est d'arriver à trouver sa proposition de valeur et comment est-ce qu'on se détache, et surtout comment est-ce qu'on est vital pour la personne qui va nous lire. Parce qu'on n'a tous pas le temps, en fait. On entend dire on n'a pas le temps, mais en fait, tout le monde est dans ce cas-là, peu importe ce qu'on fait. C'est normal, je pense que toutes les personnes humaines sont un peu constituées comme ça. Et donc, il faut trouver le temps des gens. Et il faut que les personnes aient un manque quand vous n'êtes pas là, en fait. Il faut que vous réussissiez à vous intégrer dans leur quotidien de manière à faire en sorte que vous deveniez un réflexe ou que vous deveniez en tout cas quelque chose dont ils ont besoin, que ce soit pour leur divertissement, pour l'information, etc. Et donc, il y a la question de savoir qui est mon public. Comment est-ce que je me rends indispensable ? Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure du papier ou du web. Parfois, c'est par le papier ou par le web qu'on va arriver à prendre et à convaincre ces personnes. Et c'est extrêmement important de toujours s'attacher à sa communauté, à son public, parce qu'effectivement, ça va être la clé demain. Nous, c'est ce qu'on porte pour les modèles économiques de la presse et des médias. On voit de plus en plus, alors ça vient surtout du monde anglo-saxon, mais on voit se développer dans des gros médias des structures qui ne proposent plus d'abonnement payant pour accéder au contenu, mais qui proposent une adhésion. Donc c'est ce qu'on appelle le membership, qui est beaucoup porté au niveau international par le Guardian au Royaume-Uni, mais qui en fait est un média qui, en ligne, est intégralement gratuit, même sur tous ces articles premium, mais qui pour autant fait comprendre que l'information a un réel coût et qui propose aux gens de devenir non pas abonnés, mais supporters, donc membres. En gros. Et c'est un modèle qu'on essaie d'explorer aussi de notre côté en France avec d'autres médias. On a le média Street Press, par exemple, qui fait du membership et qui s'est lancé comme ça, et ça fonctionne, et ils arrivent à en tirer un modèle économique qui va compléter leur modèle économique habituel. Et voilà, il ne faut pas avoir peur en fait de ses audiences et de son public. Et parfois, c'est un petit peu le cas dans les médias où on n'a pas trop envie de savoir en fait qui nous lit ou non. Et c'est dommage. Et c'est pour ça qu'on porte ce discours de connaissez bien vos publics, et surtout, c'est pas parce que vous avez visé telle cible que vous l'avez touché. En fait, donc il faut toujours se réinterroger là-dessus. Okay. Et on le rappelle, donc, le gros projet de votre année 2021 à vous, aujourd'hui, c'est donc le lancement de la revue Le Pays, premier numéro. Quel jour du mois de mars ? La revue Le Pays qui sera lancée mi-mars. On n'a pas encore le jour. On n'a pas encore le jour exact, mais on a effectivement beaucoup d'attentes et on a hâte de sortir ce premier numéro. On est en plein bouclage en ce moment, donc les journalistes nous renvoient leur papier. On est en train de faire la mise en page, des contacts avec l'imprimeur. Donc c'est très excitant parce que c'est aussi quelque part une nouveauté pour nous. On découvre, et c'est extrêmement utile d'avoir aussi un pied dans la création d'un média au sens propre pour pouvoir dire à d'autres personnes comment faire, c'est toujours un peu mieux. Et donc finalement, on sort le premier numéro mi-mars, ça va être passionnant. Et puis on anticipe en ce moment, on essaye de trouver la destination du deuxième pays. Et pour ça, on met à contribution nos abonnés, les personnes qui ont contribué, puisque le pays a été financé à la rentrée dernière par une campagne de financement participatif sur KissKissBankBank, qui a rencontré un succès vraiment qui a bien dépassé nos espérances. Mais donc, on va demander à ces gens-là de voter pour la deuxième destination. Et dans ces deuxième destinations potentielles, il y aura notamment Saint-Étienne. Donc on croise tous les doigts. Voilà. J'espère juste que vous n'avez pas mis Lyon aussi, parce qu'il risque d'y avoir 2-3 petits soucis par chez nous.
Petite dernière question sur cette revue Pays. Ça sort mi-mars, mais alors Oui. du coup, on se le procure où? On va chez son marchand de journaux, comment on fait? Et ça oui, c'est une question intéressante là aussi qui peut ramener à la distribution de la presse de manière générale. Mais du coup, il nous faudrait une deuxième mais table voilà. ronde de sans doute encore 2 heures, je Tout pense, à fait. pour C'est répondre à ça. c'est un autre sujet, mais on le trouvera. Alors, on le trouve déjà principalement en ligne sur notre boutique en ligne sur paysrevue.com. Et puis, on est en train de nouer un réseau de libraires au niveau local. Donc, évidemment, on commence là où on va faire le premier numéro. Puis, en fait, l'idée, c'est d'arriver à tisser ce réseau de libraires au niveau national au fur et à mesure. Une fois qu'on aura fait Saint-Malo, puis une autre ville, puis une autre ville, puis une autre ville, on aura certainement une vision un peu plus globale. Donc, chez des libraires partenaires, il y aura la liste également sur notre site. Pour les personnes qui l'ont précommandé, elles le recevront directement à domicile, et sinon sur Internet uniquement. Oui, parce qu'effectivement... Oui, parce que même si on fait du papier, finalement, Internet sert à quelque chose. Même si on fait du papier, voilà, complètement. Et c'est pour ça qu'il faut pas vouloir s'en détacher complètement non plus, parce qu'effectivement, si aujourd'hui je lance une revue papier et qu'elle est distribuée en kiosque, effectivement, c'est là que c'est compliqué, surtout aujourd'hui. Ok, très bien. Rendez-vous le 15 mars, aux alentours du 15 mars, du coup. Marc Chassot-Bénet, on le sait, une crise, c'est extrêmement difficile à vivre, mais on peut en sortir grandi. Je crois que Saint-Étienne, les Stéphanois le savent bien, ça. Malgré tout, est-ce qu'on peut redouter que la casse soit inévitable? Alors, je ne voudrais pas qu'on termine quand même sur une note trop négative, mais il me semble quand même important de poser cette question. Est-ce qu'on peut se dire que la casse est inévitable, et comment on fait? En tout cas, comment on fait quand on est adjoint à la culture à la ville de Saint-Étienne pour la limiter le plus possible? Oui, je pense, mais c'est un point de vue personnel, mais oui, je pense qu'il y aura de la casse. Je pense qu'elle est inévitable. Tous les dispositifs qui aujourd'hui nous préservent et préservent cette continuité économique ont leurs limites, hein, on le disait tout à l'heure, notamment concernant les intermittents, pour parler vraiment du secteur culturel dans la partie dure, puisque cette année blanche finalement est un report, mais tout ce qui ne s'est pas vendu, pardon du terme, en fait on s'excuse en culture chaque fois qu'on dit vendre, mais c'est bien le cas. Hein. On vend du rêve, Tous les spectacles voilà, qui n'ont pas été présentés à Avignon, qui ne seront pas programmés pour les 2-3 ans à venir. Tout ce secteur qui fonctionne à tellement de temps d'avance, finalement, va accuser le coup, nécessairement. Et même si certains ont pu continuer à travailler, à présenter des spectacles, ils n'ont pas pu les diffuser, et ces spectacles qui ont des vies de plusieurs années, finalement, ces conséquences, on va les sentir de fait sur plusieurs années. Donc le rebond, on l'organise évidemment maintenant, d'abord en essayant d'être le plus réactif possible dès que ça sera possible de montrer quelque chose. Donc quitte à organiser artificiellement des événements, des possibilités de montrer le travail qui est en cours, et puis pour l'ensemble de nos équipements, des établissements, des lieux culturels en général, inventer une reprise qui soit la plus dynamique possible, la plus précise possible, enfin la plus lisible possible par les publics. On l'a dit tout à l'heure, et c'est vrai, on a eu pendant la période entre deux confinements, ou en tout cas de déconfinement, des surprises incroyables sur la réaction des publics. Il y a eu des surprises très positives, d'autres très négatives. Les cinémas ont accusé vraiment fortement le coup, parce que même leurs fidèles ne sont pas revenus, alors qu'on avait à l'Opéra des gens qui ont fait sur la journée d'ouverture de la billetterie 5 heures de queue pour avoir leur abonnement, coûte que coûte, ne sachant même pas si les spectacles pourraient se dérouler. Et malheureusement, ils ont été de nouveau annulés, mais il y avait vraiment un engagement citoyen pour le coup, et solidaire, qui était absolument formidable. Donc c'est ça qu'on peut préparer maintenant, et puis il y a beaucoup de bonnes nouvelles à Saint-Étienne, avec beaucoup d'ouverture d'équipements culturels, donc ça va nous aider aussi. L'endroit où on est, la Comète, où on est ici, d'ailleurs des équipements qui en plus s'inscrivent, et j'espère que c'est le cas dans beaucoup d'autres villes, mais s'inscrivent aussi dans des réflexions qu'on vient d'avoir aujourd'hui. Je pense à la Maison du Patrimoine et des Lettres juste à côté, qui est un bâtiment patrimonial, un centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine, qui est exactement à la frontière entre la visite physique d'un lieu, le rôle des médiateurs qui vont expliquer comment le Saint-Étienne s'est construit autour de ce bourg médiéval, et puis un outil numérique omniprésent qui va permettre de superposer au bâtiment son existence dans un bourg médiéval reconstitué, qui va permettre de voir l'expansion de la ville en vitesse accélérée avec une roue temporelle, etc., ou de superposer sur une carte de la ville cette extension. Donc on est vraiment dans cette dimension-là, et je pense que
voilà, la sortie de crise va donner une importance particulière à un équipement comme celui-ci. Et puis on aura encore un petit peu à côté, parce qu'on a fait une OPA sur le quartier, Explora, qui est un centre de culture scientifique. Et là aussi, on parlait tout à l'heure d'information, de la manière dont elle arrive notamment aux plus jeunes. Ouvrir aujourd'hui un centre de culture scientifique de cette dimension-là, parce que ce sont plusieurs hectares de parcs, un laboratoire, etc., c'est permettre en fait à plein d'enfants, de familles, de comprendre des grands phénomènes sociaux et scientifiques à l'heure où les platistes n'ont jamais eu autant d'aura qu'aujourd'hui, à l'heure où toutes les fantasmes les plus fous naissent sur la crise du coronavirus, et où il est important de rappeler des notions concrètes, scientifiques, mais plus que ça, qu'il est important de rappeler que chacun a la capacité d'analyse et a les outils pour le faire. On est tous nés avec un cerveau plus ou moins bien construit, mais qui fonctionne en général. Et donc, on a la capacité de remettre en question ces grands phénomènes médiatiques, cette uniformisation médiatique malsaine dont on parlait tout à l'heure et qu'Evan évoquait. Et voilà, redonner à chaque citoyen aussi les capacités de réagir au monde qui l'entoure. Finalement, ça résume bien, je crois, ce qu'on a dit aujourd'hui, et c'est peut-être l'enjeu de cette sortie de crise. Voilà. Okay. À suivre, donc. Exactement. Et en tout cas pour les ouvertures prochaines. C'était pour terminer sur une note positive. Très bien. Tout le monde vous remercie de ça, vraiment. Evan, je vais vous laisser la balle pour la dernière fois. Vous aussi, je crois qu'il y a énormément de projets qui arrivent en 2021 et vous, c'est des projets qui revendiquent un certain modèle. Il me semble que vous allez construire des choses à partir d'une vraie volonté d'aller vers l'associatif en vous disant c'est peut-être ça la clé finalement. Oui, on a passé beaucoup de temps en 2020 finalement à réfléchir et à penser l'après. Même si l'après est une continuité de l'avant, finalement. Il n'y a pas grand-chose qui change. Mais le confinement a eu au moins le mérite de nous donner du temps pour penser. Donc c'est vrai, en 2021, et je profite de cette occasion pour le dire, on va créer beaucoup de choses, on va lancer beaucoup de choses. Déjà, aujourd'hui, on en profite pour dévoiler une nouvelle identité graphique. Donc on a rafraîchi le projet, on l'a repensé. Et puis j'en profite pour annoncer des bonnes nouvelles. Déjà la création de Phénomène Prod, et je remercie, je vais les citer tout de suite, mais je remercie Romain, Sébastien, Arthur et Elisa qui sont derrière en régie, derrière les caméras, de nous avoir aidés techniquement à produire cette table ronde. Donc notre régie interne de production, c'est-à-dire qu'on va structurer en interne pour Phénomène des moyens de production humains, matériels et financiers. On va aussi lancer prochainement donc, Extraction, notre blog et playlist consacré à la création émergente. Donc on va mettre en lumière des pratiques et des émergents, tout simplement, des artistes et des créateurs de programmes médiatiques. Voilà les deux premières annonces. Et puis après, pour aller un peu plus loin, nous organiserons donc en avril prochain la première édition du Phénomène Campus, qui est un événement qu'on va dédier à la création étudiante, événement qui s'organise donc à Lyon et à Saint-Étienne. Également peut-être sur Grenoble, on est en train d'essayer de créer des ponts. Vous le savez peut-être pas, mais Phénomène a un mandat aussi auprès d'AnimaFac. Je profite qu'il y ait Baptiste, l'ancien président, pour en parler. Donc on a un vrai mandat auprès de la création étudiante. Ça nous tient à cœur de parler de l'engagement étudiant et de structurer cet engagement étudiant aussi dans la culture et les médias. Donc ce temps fort, 15, 16, 17, 18 avril prochain. Donc ça aura 6 lieux en ligne. Oui. On croise les doigts très fort. Tout à fait, et puis ça aura lieu en ligne, donc quoi qu'il arrive, ça se fera. Maintenant, on espère que ça pourra effectivement se faire aussi un petit peu sur le terrain, avec des concerts, des expositions, des ateliers. Il y aura à la fois un côté accompagnement et un côté diffusion auprès des publics étudiants. Ensuite, normalement, on prévoit de lancer pour juin prochain notre plateforme Labo, qui sera une plateforme dédiée à l'accompagnement. Donc dessus, on fait déjà depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, des campagnes de sensibilisation sur les médias. Là, on va lancer aussi des choses sur de l'accompagnement à la création, sur de l'accompagnement à la structuration de projets associatifs, à la création de programmes, à la sensibilisation aussi sur le fonctionnement des médias ou des pratiques numériques. Donc tout ça, on va le regrouper sur une plateforme commune qui va s'appeler Labo. Et puis, à l'automne, on va organiser la première édition du Phénomène Fréquence. Donc, la deuxième gros événement de l'année. On espère aussi que ça pourra se faire. Donc là, je profite qu'il y ait monsieur l'adjoint pour le dire. On a vraiment la volonté que cet événement soit fait à Saint-Étienne, parce que c'est un événement qu'on va dédier à l'émergence, vraiment au sens large. Donc, pas seulement l'émergence dans le monde étudiant, mais l'émergence au-delà, dans la musique actuelle, dans les arts visuels et dans les médias. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on est en train de construire. Et puis, dernière annonce, et c'est peut-être la plus digitale, mais c'est celle qui va arriver le plus loin, on travaille sur une plateforme de contenu
pour rassembler l'ensemble des productions de Phénomène et de nos partenaires, qui s'appellera Plasma, et qui devrait être lancé fin d'année 2021, début d'année 2022. Et donc, dernière annonce du même coup, cette plateforme va regrouper aussi les contenus qui seront produits par les membres du réseau Phénomène, puisque voilà, dernière annonce de ce jour, nous créons la possibilité pour les acteurs qui partagent notre socle de valeurs, on a un plaidoyer aussi sur la culture et les médias, de nous rejoindre dans ce réseau. Et nous, derrière, on travaillera avec ces acteurs sur des événements et sur de la diffusion de leur contenu aussi sur cette plateforme qu'on espère lancer à la fin de l'année 2021. Donc beaucoup de projets, beaucoup de bonnes nouvelles et je suis très heureux d'en parler aujourd'hui parce que c'est un point de départ pour une année qui, on espère, sera un peu meilleure que 2020 dans l'action et dans les projets qu'on va pouvoir déployer. Du coup, on le voit, hein, non seulement la création émergente n'a pas disparu pendant cette année 2020, mais mieux, on a l'impression qu'elle est en train de se diriger vers une structuration assez forte et que finalement, peut-être, toutes les bonnes idées qui ont pu émerger parce qu'on a eu un temps de pause, un moment qu'on s'est retrouvé un peu seul face à son mur à se dire « mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» On avance. Tout à fait. Puis c'est vrai que Phénomène en 2020 a eu énormément de nouvelles recrues, aussi de nouvelles têtes. C'est un projet qui est très ancré sur Lyon et Saint-Étienne. On a vraiment la volonté d'installer une présence physique et un siège national entre guillemets sur la ville, mais on a des gens, en fait, des équipes dans toute la France qui travaillent sur ce projet. Donc c'est une association qui est très connectée. Et voilà, on a aussi envie de tisser des liens avec ces gens-là, tout en partant d'une base solide. Je crois en plus. Enfin, c'est pas je crois, je suis stéphanois de naissance, donc je sais un petit peu, j'y suis sensible, mais c'est une ville qui a eu à cœur dans son histoire lointaine et son histoire récente de sans cesse se réinventer, et pas seulement de se réinventer, mais parfois d'apprendre des choses au reste du monde. Et donc aujourd'hui, je suis très heureux de dire qu'on va faire des choses ici, parce que cette ville, peu importe les époques, a passé les difficultés en inventant des choses nouvelles, aussi dans la culture, aussi dans les pratiques créatives. On n'a pas parlé de design, mais Monsieur l'adjoint, vous êtes aussi ambassadeur du design sur Saint-Étienne. Voilà, donc il y a toutes ces pratiques qu'on a envie de mettre en œuvre ici et de tenir un discours en lien aussi avec ce qui se faisait avant, mais avec les pratiques qui se feront demain, c'est-à-dire le patrimoine, les héritages et ce qu'on peut en faire au présent. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Hein. Tout se lie à peu près bien. Bien, écoutez, je vous remercie en tout cas tous les 5 d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que chacun aura pu tirer des petits bouts de quelque chose et en tout cas que tout le monde aura bel et bien compris que rien ne s'est arrêté et que tout est à construire et que tout est en construction surtout. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et merci beaucoup Cerise et merci à la ville de Saint-Étienne de nous avoir mis à disposition la comète pour cette table ronde. À bientôt.